Malheureusement, je crois que face à la globalisation, au contraire, ce qui se renforce, c'est le sens d'identité, le sens de communauté, des communautés humaines moins globales, et plus concrètes, dont la nation, l'État-nation, a été un exemple, et peut-être l'exemple le plus fort qui s'est développé au cours des derniers 2 siècles. Mais voilà, il y a des complications. D'abord, il y a évidemment ce que j'ai souligné dans mon bouquin, le fait que la migration internationale s'est beaucoup accrue et continue à s'accroître, dans les mesures où elle est permise. Mais voilà, à mon avis, pour des raisons économiques, sociales et même politiques, la pratique liberté de la migration internationale qu'on avait vue, par exemple, dans les États-Unis et en Australie dans les 30-40 dernières années, va être un peu limitée dans une époque de crise qui est aussi une époque évidemment de concurrence pour les postes de travail qui deviennent moins nombreuses. Mais tout de même, ça va continuer. Et ça va continuer dans une forme surtout d'une énorme immigration du tiers-monde, des pays pauvres aux pays riches, dont nous, en Europe et en Amérique du Nord et en Australasie, sont les plus grands centres. Dans le passé, évidemment, ça posait moins de problèmes, puisque la décision d'émigrer, c'était une fois pour toutes, pratiquement. Hein? On coupait ses liens avec son passé. Tandis qu'actuellement, ce n'est plus le cas. On continue à vivre en même temps dans les deux pays. La conséquence immédiate de ça est peut-être limitée à la politique. Je pense par exemple aux pays ex-communistes, où une grande partie des nouveaux cadres sont des gens qui sont immigrés depuis l'ancienne immigration aux États-Unis et ailleurs. Et donc, où on peut dire une grande partie des chefs des nouvelles nations sont en effet des étrangers ou de demi-étrangers. Le cas de la Géorgie, des États baltiques, etc. C'est aussi, dans un certain cas, le cas en Israël. Ce qui pose des problèmes dans la politique de ces pays, plus que des pays de son ancienne immigration, bien qu'il y a tout de même des relations entre, disons, le gouvernement américain et les ex-américains qui sont actuellement chefs en Géorgie ou en, que sais-je, Lituanie et Latvie. Ce qui est plus dangereux, il me semble, c'est cet énorme flot de migration internationale, interculturelle, accélère la croissance de la xénophobie.
une xénophobie qu'on voit enfin surgir, même dans les pays qui n'en ont pas eu de tradition, comme l'Italie, la Scandinavie et les autres. Ce sont des problèmes qui sont, pour ainsi dire, plus faciles à résoudre dans les grandes villes. Parce que les grandes villes, ce sont des villes qui sont habituées à une certaine composition cosmopolite. Mais jusqu'ici, il y a peu de pays où la majorité des populations est concentrée dans les villes géantes, n'est-ce pas? Et voilà, le problème des tensions xénophobes et culturelles reste et redevient très grave. Et je ne crois pas que ça va rester, que ça cessera d'être ainsi. Il est vrai que, par exemple, le problème est beaucoup moindre à Londres qu'il est en province, puisque, enfin, à Londres, on est habitué à tous, aux gens de couleurs différentes, de langues différentes, etc. Tandis que, je ne sais pas, dans les anciennes villes industrielles de province, on ne l'est pas. Et vous pensez que cette immigration risque d'avoir un effet déstabilisateur sur l'Europe ou pas du tout? L'Europe s'est développée comme un système de contrôle de l'immigration. Et au fond, le problème pour l'Europe, c'est se demander si ce genre de contrôle reste toujours praticable, comme c'était aux années 60 et 70. Si ce n'est pas praticable, ça pourrait déstabiliser la politique des pays singuliers, comme peut-être c'est le cas, je ne sais pas, dans les Pays-Bas. Il est difficile à juger parce que, à mon avis, le grand problème de la crise actuelle, au milieu de l'époque de la globalisation, c'est précisément le danger politiquement de droite. Des mouvements nationalistes, xénophobes, anti-libérales dans l'économie, qui n'ont pas peur de cette ingérence, qui seront d'autant plus dangereux que les anciens mouvements de gauche ont perdu une grande partie de la capacité de mobiliser les peuples. Heureusement, jusqu'à l'heure actuelle, ces mouvements de gauche en Europe, bien qu'ils se sont accrus, restent minoritaires. Et peut-être continuent. Je ne vois pas pour le moment la chance qu'elles prennent le dessus, comme par exemple c'est le cas en Allemagne à la fin de l'époque de Weimar. Mais tout de même, le fait qu'un quart ou même peut-être un tiers de l'électorat abandonne les valeurs et aussi les institutions actuelles de l'Europe est un grand péril pour l'Europe et pour ses États membres.